Le vin pour le palais. Des milliards. Et le pire dans tout ça, c'est que ils ont des lignes budgétaires qui gèrent comme ils veulent. Et pourtant, sur ces lignes budgétaires qui émanent déjà de ce qu'on appelle les détournements, il est écrit que c'est intervention de l'État. C'est le cas de la ligne 65. Où on vous fait comprendre qu'en 2022, cette ligne, c'est 400 milliards qui sont mis là-dedans. Mais pourquoi c'est l'intervention de l'État alors que vous avez bien un budget pour la présidence de la République? Vous avez bien un budget pour chaque ministère. Vous avez même le budget pour des personnels, mais vous retrouvez encore d'autres trucs où on vous dit que non, l'autre budget là, c'est ceci. Donc, c'est des caisses noires. Et des caisses dans le noir. Ils bouffent ça. Chaque année, on donne à la ligne 65 au moins 300 milliards. Cette année, c'est plus de 400 milliards. Et les enseignants n'ont rien. Et le pire, c'est que vous allez voir qu'au-delà de ça, il y a aussi la ligne 94. Celle-là, c'est celle du Minepan. Là, on va puiser. Avec les faux hommes d'affaires. Les marchés fictifs. On vous dit que cette ligne-là, personne ne sait à quoi ça sert. On va tout simplement, on récolte, sans compter l'argent qu'ils prennent au niveau de la SNH. Parce que là-bas, seul l'État connaît combien est-ce que ça rapporte. Ce n'est pas l'État, seul Paul Biya connaît avec Adolphe Moundiki ce que ça rapporte. Je sais que c'est difficile pour ces familles-là. C'est une méchanceté. Quand vous regardez le budget alloué à l'éducation nationale du Cameroun, et vous voyez le budget alloué pour la réception au palais d'étudiants, alors qu'ils ont fait comprendre aux gens qu'il n'y avait aucune manifestation suite au Covid. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces enseignants qui ont commencé ce mouvement-là, ça ne va pas s'arrêter là. L'enseignement supérieur va prendre. Et quand les jeunes sont dehors, ce n'est pas parce qu'ils ont payé quelques Ben Skinner pour essayer de donner des leçons aux enseignants, des Ben Skinner qui eux-mêmes sont dans une situation détestable, méprisable. Non! Ils vont voir le Cameroun sera en ébullition. Le Cameroun est prêt à basculer dans la révolution. Parce qu'à force de presser le peuple, à force de zombifier le peuple, ce peuple-là finit par se réveiller. Le réveil des enseignants, d'ailleurs, a été salué par toute la classe politique. Je parlerai de Kawala, qui a fait d'ailleurs un communiqué avec la présidente Madame avec Kawala, non, je crois, c'est qui là. Avant, je voulais parler de Sambarka, sans pour autant oublier que d'autres personnalités ont pris le taureau par les cornes, que ce soit du côté du SDF ou encore du côté du MRC de Maurice Kamto. Ces formations politiques soutiennent les enseignants et demandent à l'État du Cameroun de pouvoir régler ce problème. C'est très facile. Comme on a pu voir, certains gendarmes allaient dans des établissements, vouloir menacer les enseignants. Ils l'ont fait au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est comme ça que la guerre a commencé, non? Merci pour ceux qui nous rejoignent après autant de difficultés sur Facebook. Mais les enseignants doivent être ce qu'on appelle une locomotive. Les autres doivent suivre.
On ne peut pas être dans un pays où certains volent. Certains bouffent tout. Et les autres, on vous dit, non, restez tout simplement là, croisez les bras. Ou alors, si vous voulez manifester, on vous met en prison. Comme les militants du MRC. Le problème, c'est que, contrairement aux enseignants où il y a la solidarité, il n'y a pas eu de solidarité concernant les prisonniers du MRC qui sont abandonnés en prison. J'ai été surpris que Beno Bouba Maïgari invite Maurice Kamto au niveau du 7e congrès de l'UNDP. On peut applaudir. J'ai suivi l'intervention de Maurice Kamto qui a dit qu'il n'avait pas prévu un discours parce qu'il a été surpris par cette invitation et surtout, il n'a pas manqué de signaler que le MRC est ouvert à d'autres partis politiques et que le MRC pouvait même collaborer avec le RDPC parce que le futur Cameroun se fera avec tous les Camerounais. Très belle approche. Mais en même temps, il a glissé un tacle en parlant justement des militants du MRC qui sont en prison parce qu'ils ont demandé la fin de la guerre dans les régions anglophones. Bien qu'applaudi, bien que tendant la main à Beno Bouba Maïgari, il a aussi glissé ce tacle. Depuis que les militants du MRC sont emprisonnés, avez-vous entendu Beno Bouba et l'UNDP dire non? Depuis que les enseignants pleurent, avez-vous entendu Beno Bouba parler? Non. Beno Bouba peut-il donc véritablement changer? Voilà quelqu'un qu'on disait qu'il est de l'opposition et qui maintenant cumule des fonctions de ministre d'État d'Aïdjo à Port Biya. Quand il invite Maurice Kamto aujourd'hui, je suis sceptique. J'ai vu les gens féliciter cela, mais moi, je revisite l'histoire. Je n'ai pas de trouble de mémoire. Parce que un soir, on ne peut pas changer le charbon pour qu'il devienne blanc. On ne peut pas changer le corbeau pour qu'il devienne colombe. Beno Bouba a joué des rôles qui ont été très négatifs pour l'opposition du Cameroun et même pour le changement. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus connu comme étant un agent de la trahison. Pourquoi? Parce que beaucoup d'espoir était fondé sur lui. Mais il a déçu, préférant lui-même son bien-être qu'au bien-être des Camerounais et même de sa région d'origine. Quand on parle du Grand Nord qui est délaissé, qui devrait être le premier à parler du Grand Nord, c'est Beno Bouba. Quand on parle de l'opposition émiettée, on va accuser Frundi. Mais le premier à trahir l'opposition, c'était qui? C'est Beno Bouba. Ne l'oublions pas, Frundi n'a jamais été ministre d'État. Beno Bouba est ministre d'État. Et ça, c'est depuis pratiquement, on peut dire, quand? Les années 80, 82. Beno Bouba est l'incarnation de ce qu'on peut dire ceux-là qui n'aiment pas le changement.
Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Bello Bouba est président de l'UNDP depuis 1992, où c'est 29 ans haut. Donc, il n'y a pas un autre président. Ce n'est pas Biya Bissa. Quel est ce parti où on ne connaît qu'un président et qui va mourir président? Et si on arrive à l'élection, est-ce que Bello Bouba peut accepter, laisser ou soutenir Maurice Kamto? Il va plutôt dire à Maurice Kamto, soutiens-moi puisque moi je suis né président, je vais mourir président. C'est ça, c'est comme Paul Biya. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent. Et pourtant, ils étaient des ennemis. Ahidjo est quitté du pouvoir, il avait 58 ans. Il avait nommé Bello Bouba Premier ministre quand Bello Bouba avait 35 ans. Regardons comment, avant d'y arriver, comment est-ce que lui-même il a trahi Ahidjo. En 72, entre 72 et 75, Ahidjo avait nommé Bello Bouba secrétaire général des forces armées. Et puis, de 75 à 82, il a été secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Avec rang de ministre. Puis devient même, plus tard, ce qu'on va appeler ministre de l'économie et du plan. Donc, Ahidjo comptait beaucoup sur Bello Bouba. Mais quand Ahidjo décide de quitter le pouvoir pour le passer gratuitement à Paul Biya après avoir modifié la constitution, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à Paul Biya de prendre Bello Bouba. Bello Bouba devient donc Premier ministre. Passant ce temps, Ahidjo l'avait déjà nommé dans le gouvernement du 7 janvier 1982. Il est propulsé à la demande d'Ahidjo parce que Bello Bouba voulait devenir président. Ahidjo dit non. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Que parce que je suis du Grand Nord, tu es du Grand Nord, tu es musulman, je suis musulman, puis je te donne le pays. C'est pas bien. L'alliance Nord-Sud se crée donc. Et Ahidjo dit à Biya, tu laisses Bello Bouba là comme Premier ministre. Mais lorsqu'il faut se débarrasser d'Ahidjo, qui a créé des problèmes? C'est Bello Bouba. Parce que Bello Bouba, Ahidjo, lui, n'était pas là, il était dans sa résidence. Mais en 83, alors qu'il venait à peine de franchir ses 8 mois au gouvernement, allez, il travaille avec Paul Biya au secrétariat général. Paul Biya l'a appelé et discute pendant plus d'1 heure. Ah, comment va le travail du gouvernement et tout, et tout, et tout, et tout. Il finit de parler avec Paul Biya. Quand il tourne le dos, il arrive à la maison, il apprend que Paul Biya a fait le remaniement. Paul Biya ne lui avait rien dit, hein. Il est Premier ministre. On change le secrétaire général, on change ceci, on change cela. C'est là où il court avec les nordistes pour aller dire à Ahidjo que Biya nous a trahis, il n'a pas confiance en nous, on va tous démissionner, les nordistes. Et Ahidjo va refuser en disant, je ne voudrais pas qu'on déstabilise Biya, qu'on déstabilise les institutions maintenant sous prétexte que les nordistes et tout. Ahidjo s'en va au Grand Nord et envoie encore un message à Bello Bouba de ne pas démissionner. Mais Biya va monter autre chose. C'est-à-dire ce qu'il va appeler le coup d'État. Parce qu'il vire Bello Bouba du gouvernement. Et puis il va inventer un coup d'État que, voilà, Ahidjo, avec les salades, tout son garde du corps, on voulait faire un coup d'État. Je ne parle pas du coup d'État de 82, hein. Nous sommes en 83, en août.
c'est là où Ahidjo sera condamné par contumace. On dit que Ahidjo a fui. Alors qu'Ahidjo était parti du Cameroun avec une équipe gouvernementale, c'est-à-dire que, et au-delà de ça, la sécurité. Il venait se soigner à Nice, à l'hôpital de Nice. Il était accompagné. Et tout le monde l'a vu monter dans l'avion Cameroun Airlines. Au Cameroun, ils ont commencé à dire que Ahidjo a fui. Ahidjo a voulu tuer tel. Ahidjo a fait ceci, il a fait cela. Mais par la suite, ce sont ces Bello Bouba qui vont se réunir avec certains officiers de la garde présidentielle, soit disant que ils voulaient renverser. Nous sommes déjà en 82. Nous sommes déjà en 84. Nous sommes en 84. Là, c'est le putsch. 6 avril. On a arrêté quasiment tous les nordistes. Ceux qui étaient gradés, ils avaient été fusillés. Mais entre-temps, je vous dis que Ahidjo, lui, il avait été condamné en 83, donc avant le coup d'État, par contumace. C'est-à-dire que même son avocat n'était pas là. Parce que c'est Maître Yondo Black qu'on avait commis d'office. Quand il arrive, on lui dit que non, le procès se tient là. Il dit que mais, je ne connais rien de ça. Mais laissez-moi moins renvoyer. On dit non, non, on ne peut pas renvoyer. Allez, condamné. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Bello Bouba, lui, il avait fui pour aller au Nigeria. Et puis en 91, ils vont créer, je crois, ou 90, oui, c'est là où ils vont créer l'UNDP. C'est Samuel Ebois qui était là. On avait exécuté tout le reste. Mais on n'a pas touché à Bello Bouba. À Jean Dormant. Il vient. Il débarque. Celui qui était là. Samuel Ebois, président de l'UNDP. Le voilà qui s'assoit sur le trône. Mais qu'est-ce qu'on a fait plus tard? Puisque dans son parti en 92, lorsqu'ils vont à l'élection présidentielle, on constate que il y a certains qui étaient ses fidèles, tels que je crois que Issa Chiroma et Moustapha Oumarou, qui seront happés par Paul Biya et deviennent ministres. Mais le groupe avait crié que ce sont des traîtres. La voiture de Moustapha avait même été caillassée. Il avait fait un accident jusqu'à tuer des gens. Parce que Bello Bouba avait lancé des tueurs, les avait livrés comme étant des traîtres. Parce qu'ils étaient allés dans le gouvernement. Voilà le même Bello Bouba, lui-même qui est dans ce gouvernement-là comme ministre de l'État. Qui est donc traître? Qui est traître? Si Bello Bouba ne jouait pas ce rôle-là, l'opposition n'aurait jamais été aussi détruite. Mais non, l'opposition camerounaise, si elle est malade, si le peuple n'a pas confiance, c'est à cause des gens comme Bello Bouba. Si le Grand Nord est en souffrance, c'est à cause des gens comme Bello Bouba. Qu'est-ce qu'il représente maintenant sur l'échiquier politique? Je suis bien content qu'on me dise que, oui, il a invité Maurice Kamto. Mais attendez, c'est maintenant là. Mais ces 2 sénateurs sont nommés par qui? Par Paul Biya. Les sénateurs de l'UNDP sont nommés par Paul Biya. Bello Bouba lui-même, il est nommé par qui? Paul Biya. C'est l'opposant ça. Hein? Mais il traite le RDPC bis. Moi, j'ai eu un congrès du RDPC. Si le RDPC invite Maurice Kamto maintenant, bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, ce n'est pas l'opposition. Oui, c'est vrai que sur le nombre de députés, là, il a quand même 5. Hein. Mais c'est malheureux par rapport à ce que la confiance que les gens faisaient à l'UNDP. Et quand on voit le Grand Nord, il y a 5 députés sur toute l'étendue du territoire. Sur 180.
5. Il a combien quoi là, de maires? Je crois 17 sur 360. L'opposition doit se reconstruire. Et les Bello Bouba doivent être les premiers à dire: nous avons fait notre temps. Il est temps que nous laissions aussi nos enfants, les jeunes de maintenant, occuper des loges. Les premières loges, voulais-je dire. Et non les loges maçonniques. Il est temps qu'on apprenne à prendre la retraite. Mais où sont les 1,7 milliard que tu as reçus pour le Covid? Il n'y a pas. Tu as rendu compte à qui? À personne. Tu n'as pas assez mangé. Et te font encore quoi? Il n'y a pas d'autres gens dans le Grand Nord. Laisse aussi d'autres émerger même dans ton parti politique. Prends-le comme toi aujourd'hui. Moi, je connais les embrassades là. Quand Bello Bouba t'embrasse avec sa gandoura là, il t'avale comme le cobra. Et je crois que Maurice Kamto saura, voulais-je dire, éviter de tomber dans n'importe quel piège. C'est pas parce que le Cameroun doit être dirigé par tous les Camerounais. Même en France, il y a des partis d'opposition et des partis au pouvoir. Il y a parfois des alliances contre nature. Si Bello Bouba est un opposant, s'il n'est plus avec le RDPC, on peut le comprendre. Mais pour l'instant, étant au pouvoir, comme vous l'avez dit, Maurice Kamto, monsieur Maurice Kamto, vos militants sont en prison. Vous ne pouvez même pas organiser un congrès comme lui, Bello Bouba, a organisé. Dès que vous tentez, on vient, on vous arrête. Vous ne pouvez même pas faire des dédicaces de votre livre. Dès que vous tentez, on vous arrête. Mais Bello Bouba, lui, il utilise votre image pour se redonner un lustre. Est-ce qu'on l'a arrêté? Est-ce qu'on l'a perturbé? Son congrès, qu'il soit déclaré ou pas, vous ne verrez jamais un sous-préfet l'interdire. Mais vous osez. Vous allez voir que non seulement il ne sera pas là, mais au-delà de ça, ça n'aura jamais lieu. On veut des dirigeants qui portent les revendications du peuple. On veut des dirigeants qui veulent le changement. Changement dans des mentalités et qui sont prêts aussi à assumer, comme Ayitola l'a fait à 58 ans, en libérant le trône. Même dans l'opposition, quand on est président ad vitam aeternam, on doit être combattu. Bello Bouba n'est pas le seul qui devrait diriger l'UNDP. Il s'est séparé de Bédigui, il s'est séparé de tel, il s'est séparé de tel autre. Rien que parce qu'il doit régner comme Paul Biya, il n'y a pas de successeur, il n'y a pas d'héritier, il n'y a que Bello Bouba, Bello Bouba, Bello Bouba, Bello Bouba, Maïgari, Mangari, Ngari. C'est quoi ça? Mais non. J'ai dit non. Stop là. Je ne suis pas là. Ce n'est pas que c'est un super mauvais ministre, non. C'est que je ne vois pas son efficacité. Je ne vois pas les résultats au ministère du Tourisme. Je ne vois pas les résultats au niveau de l'UNDP qui ne parvient pas à s'imposer depuis longtemps. Alors qu'il a une grande base électorale, même s'il faut seulement dire régionale. Mais le travail qu'il fait est un peu décevant. Peut-être que, comme l'apôtre Paul, il pourra changer. Et peut-être nous conduire vers les pistes du paradis. Qui sait? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais demain, on peut bien voir des gens
reconvertis. Sur la reconversion, j'évoquerai Monseigneur Cléda. Voilà quelqu'un qui mérite un pesant de respect dans la mesure où, alors que l'Église catholique ne parvient pas parfois à être du côté des opprimés, alors que nous avons constaté que Monseigneur Jean Barga est toujours prompt à aller prendre beaucoup de milliards au palais des Toudis et aller bénir Paul Biya, alors que nous avons vu des messes se faire dire au niveau de Saint-Méléma, où les évêques ont prié le Seigneur pour que Paul Biya vive encore 200 ans, qu'il défie Abraham, alors qu'ils n'ont jamais dénoncé les crimes de sang. Je suis assez content de voir la réaction de Monseigneur Cléda, qui a envoyé un véritable bolide, un véritable missile contre le régime de Yaoundé. C'est une lettre qu'on appelle généralement une lettre pastorale adressée à l'Église. Et je vais essayer de vous lire quelques extraits de cette lettre qui n'a pas été écrite avec les gants, parce qu'il parle de la malgouvernance et du régime de Yaoundé. Voici ce que l'archevêque métropolitain de Douala écrit à ses fidèles et au gouvernement. La malgouvernance, je vous prends juste quelques extraits. La malgouvernance et ses corollaires dans notre pays proviennent de ce que ce n'est plus l'homme qui est au cœur des préoccupations de nos dirigeants, ni l'intérêt général, ni le bien-être de tous. L'accent est plutôt mis sur l'individu, le groupe, le clan, l'ethnie, le lobby, ceux qui sacrifient la majorité de la population, la poussant ainsi de manière inexorable vers sa paupérisation et la misère. Elle détruit les acquis. Je poursuis en sautant certains passages parce que nous n'avons pas malheureusement assez de temps. Compromet les aspirations légitimes des citoyens et met en péril la confiance entre le peuple et les gouvernants. Face à la menace dangereuse que constitue la malgouvernance et la corruption pour notre pays, sommes-nous en droit de rester muets? Notre conscience citoyenne et chrétienne ne nous placera-t-elle pas au tribunal de l'histoire pour avoir été des complices, des partisans directs ou indirects, passifs ou actifs, d'une manœuvre qui a contribué à détruire le Cameroun et à hypothéquer l'avenir des millions de personnes, surtout les jeunes de cette Afrique en miniature? Dans l'aujourd'hui de notre histoire, pouvons-nous nous tenir devant le Créateur et affirmer que nous gérons bien ce pays, si riche, de tant de ressources qu'il nous a confiées, que nous avons hérité de nos ancêtres? Dans la présente lettre pastorale, en assumant la mission prophétique qui m'incombe, je vais interpeller la conscience des fils et filles de notre pays, le Cameroun, sur ce tueur silencieux qu'est la malgouvernance, à laquelle se rattache de façon viscérale la corruption qui le mène surnoisement à l'asphyxie et à la mort. Par cette exhortation, je voudrais que chacun prenne ses responsabilités, s'engage
s'implique davantage dans la transformation des mentalités, des comportements et des pratiques pour un Cameroun meilleur, comme le dit si bien le Seigneur au prophète Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Ézéchiel chapitre 33, verset 9. Voilà un sermon sur la montagne qui ne fera pas plaisir à Biya qui a mis toute l'église dans sa poche, tuant souvent des prélats. On se souviendra que le Cameroun est le pays au monde où on a tué le plus de prêtres, le plus d'évêques. Le dernier en date est Monseigneur Bala. Depuis 2017, où on a dit qu'il était dans l'eau, Paul lui avait prescrit des enquêtes. Parce que lui également, il était dans un réseau, pas qu'il était dans un réseau, il avait découvert un réseau qu'il voulait dénoncer. Abandonné par tous, il avait été liquidé. À la demande des Toudis, et avec la complicité des hommes de Dieu. Plusieurs fois, on a vu d'autres prélats, d'autres hommes d'église qui ont condamné le comportement du régime de Yaoundé. Je ne parlerai pas de Monseigneur Jean Zoua, tout simplement, de Tonien Bakop, qui d'ailleurs avait dénoncé des pratiques bizarroïdes concernant les comportements sexuels, les crimes rituels de ceux qui dirigent ce pays. Mais pour lui, ancien séminariste, fils de catéchiste, a toujours voulu utiliser l'église comme une protection. Et c'est cette même église où il a commis le plus de crimes. On se rappellera de Monseigneur Plumet, qui a été déplumé à Garoua. On se rappellera du Père Angélin, qui a été tué de façon terrible, cruelle, dans son domicile, déshabillé, vidé de son sang, nu, posé à côté de sa baignoire, avec des signes d'antéchrist. On se rappellera du directeur du quotidien l'effort sportif, l'effort catholique. Journaliste, il fut assassiné de façon très cruelle. Qui oubliera qu'on a retrouvé en pleine résidence de Belinga Boutou à New York le cadavre de Monseigneur, pas Monseigneur, de l'abbé Agnanois, fondateur du collège noir de Mbalmayo. Qui oubliera comment est-ce qu'on a assassiné les sœurs religieuses juste après l'assassinat de la première dame, la toute première, Jeanne Irène. Qui oubliera comment est-ce que tous ces prêtres que je ne peux pas citer, évêques et autres, ont fini leur vie. Monseigneur Cléda rejoint le camp des combattants depuis fort longtemps et sa vie en danger. Parce que le régime de Yaoundé sait que, à force de prononcer des mots qui peuvent conscientiser la foule, les croyants, les chrétiens, ceux qui prenaient Paul Biya pour leur Dieu, comprendront que derrière ce calme se cache pas un agneau, mais un loup. Ses collaborateurs l'ont décrit. Prions pour que Monseigneur Cléda ne puisse pas subir le même sort que ses prédécesseurs. Admirons son courage.
encourageons-le, soutenons-le, parce qu'il est le berger qui garde des brebis. Monseigneur Cléda a toujours été au service de l'humanité, contrairement à d'autres qui ont souvent été au service de l'argent, des grosses voitures, qui vont faire du charlatanisme à étudier, qui font des messes noires, ceux-là qui font venir le pape pour tromper le peuple. Et cette fois-ci, le pape d'ailleurs a refusé de revenir au Cameroun. Le pape François, pour sa mission en Afrique, alors qu'il a reçu la demande du Cameroun, a rejeté et a préféré aller plutôt en RDC parce qu'il voulait manifester également son mécontentement vis-à-vis de Paul Biya, que le Vatican a appelé plusieurs fois, non seulement à arrêter la guerre anglophone, a même aussi donné des explications sur l'assassinat de certains prélats dont on n'a jamais retrouvé les auteurs. Quel président a déjà côtoyé le Vatican comme Paul Biya? Personne. Puisque il y allait en 86, alors qu'il venait d'être élu président de la République. Il n'avait même pas encore fait 5 ans au pouvoir. Et puis il allait en 2005, lorsqu'il y a eu la mort de Jean-Paul II. Paul Biya même a assisté à la canonisation, à la béatification de 2 papes, c'est-à-dire que Jean-Paul II et Jean XXIII, c'était en 2011, puis il est reparti en 2014, puis Paul Biya est même encore allé au Vatican en 2017, c'était exactement en mars, avec Chantal Biya. Mais le Cameroun est devenu un enfer sur terre, où règne la guerre, où règnent tous les crimes rituels. Le pape est venu combien de fois au Cameroun? Quel pays africain a reçu le pape comme Paul Biya a tout fait pour venir tromper les Camerounais, alors qu'il savait pertinemment qu'il était dans toutes les sectes, dans l'ordre de Malte, dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, dans les Boka, dans le vaudou, tout, sorcellerie, magie noire. Le pape Jean-Paul II est venu au Cameroun pour la première fois en 1985. Oui, il venait pour bénir le Cameroun. Puis il est revenu en 1995. Qu'est-ce que Biya a profité? Il a juste profité pour que il soit intronisé comme le grand maître après le pape dans le monde. N'a-t-on pas vu d'autres courir? Pas seulement le successeur de Jean-Paul II. N'est-il pas venu au Cameroun? Benoît XVI, c'était le 17 mars 2017. Comme d'habitude, ils ont fait des grandes messes, et ceci et cela. Mais dans tout ça, le sang ne fait que couler. On combat chaque homme d'église qui ose dire la moindre chose. Parce qu'ils se mettent à genoux devant Biya. Que dire de cet assassinat perpétré contre le docteur Guy Parfait Songhai? Guy Parfait Songhai, on peut ne pas partager ses idées. On a rigolé peut-être de cette prophétie qui, en 2018, et plus précisément en janvier, il était en train de dire que Paul Biya n'allait pas se représenter pour 2018 en octobre et que lui et son gouvernement allaient mourir. On avait juste retenu la phrase que c'est Paul Biya qui allait mourir, mais il avait dit tout son gouvernement. Et puis, on apprend que Guy Parfait Songhai est mort. Tout le monde a publié l'information, sauf moi, parce que je voyais ce qu'il y avait derrière. On m'a donné plusieurs versions.
Et la première version qui est sortie, à travers des réseaux sociaux, et même à travers la chaîne Canal 2, c'était que Guy Parfait Songhé est mort aux États-Unis et que sa dépouille a été découverte par son entourage ou ses proches et que cette dépouille était en état de putréfaction. J'ai cherché à vérifier cette information au niveau des États-Unis. Nulle part, aucun État et aucune police n'était au courant de cette mort. Raison pour laquelle je ne l'avais pas publié. Et je n'ai jamais publié. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai publié pour la première fois parce que j'avais déjà fini mon enquête. Et elle a eu à conduire là où je m'attendais. Là où je savais que c'est là où tout s'est joué. J'ai appris, après avoir lu un grand homme politique, et je vais le citer, Cabral Libi, que Guy Parfait Songhé est mort. Il ne nous a pas décrit dans quelles conditions et où. La question que je vais lui poser aujourd'hui, qui lui a donné cette information? Cette information, ils ont dit qu'il est mort le 21 février 2022. Qui lui a donné cette information jusqu'à adresser les condoléances à la famille? Puisque maintenant on apprend, photo à l'appui, que Guy Parfait Songhé, ennemi public, ayant proclamé la mort, la fin de Paul Biya, que il est mort dans un hôpital au Togo, et plus précisément au centre hospitalier universitaire, le CHU, et qu'il était dans la plus grande morgue du Togo. On a vu la levée de corps. Et subitement, alors qu'on déclarait qu'il était mort, le 21 février, maintenant, c'est qu'il est mort le 16 février. Donc, un même individu est mort 2 fois. 2 fois. Et on dit, dans la version qui nous avait été servie après, qu'il est mort d'AVC. Et que c'est son épouse qui l'avait amené aux urgences aux États-Unis. Et les hôpitaux, les médecins ne pouvaient plus rien faire. Qui a inventé cette version? Qui est l'épouse de Guy Parfait Songhé que ces gens ont contacté? Moi, j'ai cherché, je ne vois pas. Je sais qu'il a un fils au Cameroun dont le téléphone ne passe plus. Qui est parti faire la levée de corps au Togo? Maintenant, on me parle du président des Camerounais vivant au Togo. Mesdames et messieurs, est-ce possible que quelqu'un qui, disait-on, est mort aux États-Unis, sa dépouille se retrouve au Togo? Est-ce normal que quelqu'un qu'on a dit que la dépouille était en état de putréfaction, que ce soit plutôt un AVC, et qu'il n'y ait aucun témoignage? Après enquête, je vais vous livrer quelques éléments qui pour moi sont importants. Premier élément, c'est qu'on vous déclare aujourd'hui que Guy Parfait Songhé est mort le 16 février au Togo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 16 février, à 2h du matin, 2h24 exactement, Guy Parfait Songhé était connecté
Le cadavre était connecté sur WhatsApp. À quel moment j'ai demandé à l'hôpital, au centre hospitalier de Lomé, à quel moment ils ont reçu un Camerounais au nom de Guy Parfait Songhai, malade chez eux. Dans tous les registres, il n'y a pas le nom de Guy Parfait Songhai. Ils l'ont où? Expliquez-moi comment il était connecté à 2h24. Et il était déjà mort. Expliquez-moi ce qu'il partait faire au Togo. Je vais vous dire une chose. Guy Parfait Songhai se trouvait au Cameroun. Guy Parfait Songhai a ouvert une église. Je crois que ça doit être au Baby, quelque chose comme ça. Dans un ancien commissariat. À Douala. Au bloc 4. Et Guy Parfait Songhai, il prêchait. Entre-temps, il a publié une vidéo en début décembre déjà, où il fustigeait de nouveau Paul Biya et parlait de satanisme sur sa page. Pendant qu'il prêchait, la DGRE et la CEMIL avaient envoyé leurs éléments. Ils croyaient que c'est fidèle et tout et tout. Mais ils étaient là pour faire des notes. Ces notes sont arrivées à la présidence. La preuve, c'est que s'ils veulent discuter, j'irai encore plus loin. Guy Parfait Songhai était sur écoute. Son téléphone se termine par 94 et il est connu de la DGRE. Tout ce qu'il disait, on le suivait. Son téléphone était localisé. Son téléphone avait une puce du Cameroun. Je dis bien que ça termine par 94. Et on ne peut pas dire qu'il se soit retrouvé au Togo par hasard. C'est faux. Le 13 février, Guy Parfait Songhai fait une sorte de prêche à l'église avec tous ces gens et tout ça dans une forme d'hangar. Et il dit que le Seigneur protège les gens et tout. Bref, il est en super forme. Nous sommes le 13 février. Et il annonce que le 20 février, il doit faire une autre grande cérémonie avec des thèmes sur les maladies spirituelles et physiques, comment est-ce que ça se reconnaît et tout ça. Tous ces fidèles attendaient ça. Le 20 février, dimanche 20 février, il a publié ça. Il ne pouvait donc pas quitter le 14 pour aller subitement à Lomé, où il n'a aucune église, où on ne voit pas d'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 14 et le 16? Il a été enlevé. Aucune compagnie de transport aérien ne reconnaît avoir porté Guy Parfait Songhai ou une réservation pour le Togo. Cela veut donc dire que, au lieu de l'assassiner sur place, ils ont fait comme ils ont fait avec Grandi. Vous vous souvenez de Grandi? Quand je parlais de Bélo Bouba, parmi les gens qui avaient fui
ce qu'on appelait la purge des nordistes, il n'y avait qu'un seul, Guérandi. Il était parti se réfugier au Burkina Faso. Parce qu'à cette époque-là, il avait été le camarade de Blaise Compaoré à l'EMIA. Donc quand Sankara prend le pouvoir avec Blaise Compaoré, c'est là-bas où il va se réfugier. Quand il va se réfugier là-bas, le régime Biya avait tout fait pour essayer de l'attraper, mais compte tenu du fait qu'il était protégé par ses camarades, on ne pouvait rien contre lui. Et d'ailleurs, en 2004, Biya avait dit qu'il ne pouvait même pas aller au sommet France-Afrique qui se tenait là-bas, au Burkina Faso, parce qu'il disait que là-bas, il n'est pas en sécurité. On peut aller lui faire ce que lui-même il fait souvent aux autres. Il a fallu que ce soit la France qui lui dise qu'on va assurer ta sécurité. Ça, c'est passant. Mais, comme Guérandi Mbara, capitaine, avait juré qu'il va faire tomber Paul Biya et que la seule façon de le faire tomber, c'était par un coup d'État. Le régime de Yaoundé avait décidé de l'éliminer. Parce que quand vous dites que Paul Biya doit mourir ou doit faire ceci, sachez que c'est terminé. Il envoie tout de suite, on envoie tout de suite les services secrets derrière vous pour vous éliminer. Clair. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Starkman Georges, c'est un vendeur d'armes que Guérandi Mbara avait contacté en 2012 pour acheter des armes. Il se disait peut-être qu'il avait 2500 personnes, soldats et tout ça. Et Starkman, ou bien il n'avait même pas dit ça, Starkman était revenu voir le régime de Yaoundé pour leur dire que moi, il m'a dit qu'il a des éléments, je vais lui donner des armes. Alors, si vous me donnez plus d'argent que lui, allez, je vous le vends. C'est comme ça que Paul Biya est informé, il donne l'OK qu'on doit sortir toute somme que ce monsieur demande pour faire éliminer Guérandi Mbara. Le capitaine Guérandi ne sait pas que lui, il est déjà dans le trou. Parce que Starkman va recruter un ancien colonel portugais qui résidait d'abord en Côte d'Ivoire et qui était revenu au Cameroun et qui était déjà à la retraite, mais qui était uniquement chargé de zigouiller les gens, les opposants. Et on l'appelait Abrantes, Fernandez Abrantes. José Fernandez Abrantes. Le régime le contacte. Il va demander au régime Biya 500 000 euros. Le régime lui donne d'abord 350 000 euros. C'est ainsi que Starkman, qui va activer justement cet ancien officier portugais chargé des services d'espionnage et d'éliminer les opposants, va pénétrer, va réussir à pénétrer Guérandi Mbara. Il va devenir un peu son ami, comme s'il voulait le guider, et puis il va lui dire, quitte le Burkina, puis viens me trouver au Portugal, pour qu'on aille en Russie chercher des armes. C'est comme ça que Guérandi Mbara était tombé dans le piège. Lui aussi monté dans l'avion. Boum! Ils vont en Bulgarie. C'est en Bulgarie que le régime camerounais avait déjà dépêché un jet privé payé aux frais du contribuable camerounais. Quand Guérandi est entré dans l'avion, au lieu d'aller en Russie, on l'avait maîtrisé, un sédatif. KO. Et direction Cameroun. Nous sommes le 25 janvier 2013. Ils arrivent avec lui à l'aéroport de Douala. On est obligé d'éteindre les lumières avec la complicité du commissaire de l'aéroport. Et c'est comme ça que on va sortir le capitaine Guérandi pour prendre la direction. C'est-à-dire que avec la DGRE. La DGRE. Donc, les renseignements extérieurs. C'est comme ça qu'ils agissent. Hein. Ils te finissent vous. Quand Guérandi, quand ils ont pris Guérandi Mbara, c'était, comment on l'appelle, le commissaire Elong Lobé. Voilà les criminels du Cameroun.
c'est lui qui est venu. Il a demandé à Guérandi, entre, je crois, Edeya et Pouma, dans un bosquet, que mets-toi à genoux et demande pardon à Paul Biya. Guérandi n'a pas accepté parce qu'il savait que dans tous les cas, c'était juste pour le filmer et aller montrer à Biya. Il savait qu'il devait être exécuté. On l'a torturé. Puis on l'a exécuté. Sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à pirater son compte, le gouvernement camerounais. On croyait que Guérandi vit toujours, hein, alors qu'il était déjà mort. On va seulement découvrir parce que Abrantes Fernandez, le Portugais, va contacter Jeune Afrique et aller dire le gouvernement camerounais me doit de l'argent et n'ont pas payé. On lui dit quoi? Il dit c'est moi qui ai capturé Guérandi et j'ai livré au gouvernement camerounais. Et maintenant, je crains pour ma mort. Il a fui le Cameroun en décembre 2013. Il est même parti se réfugier en Suisse. Non, Paul Biya est souvent. C'est là où on découvre donc comment ce régime va tuer les opposants à l'étranger. Sa femme a essayé de poursuivre. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? En 2017, cette femme-là est morte comme ça, là-bas au Burkina. Je prends cet exemple pour vous montrer comment est-ce que, justement, Guy Parfait Sondé, lui aussi, il est tombé dans le même piège. Et ils l'ont pris pour aller l'assassiner au Togo. Il n'avait rien à faire au Togo. Il n'avait aucun rendez-vous. Le 13, quelqu'un, il fait sa messe et tout. Comment il se retrouve au Togo mort? 2 jours plus tard. Comment? Expliquez-moi. Et le pire, c'est quoi? C'est que le Cameroun a une cellule dormante des services secrets au Togo pour éliminer des gens. Je crois que je vous avais fait part d'un problème ici, où le 20 mai 2020, on avait attrapé 5 Camerounais, dont les officiers, les militaires de l'armée camerounaise, avec des armes, qui braquaient au Togo. Je dois déjà vous dire, avant cet incident, il y a un gars du corps de Paul Biya qui venait ici, dans la diaspora. Chaque fois que Paul Biya doit venir, il vient baliser le terrain. Et un beau jour, quelqu'un qui est commissaire aussi également ici, et qui faisait partie de la révolution, avait été reconnu par ce monsieur-là. Lui, il avait dit vaguement que non, il travaille avec nous. On est parti trahir ce monsieur-là. Que non, il vient de trahir quelqu'un qui travaille avec nous. On avait invité, on avait amené ce monsieur, le gars du corps de Paul Biya, de la garde présidentielle. On l'a retrouvé assassiné dans une villa au Togo. Parce que le Togo, c'est une dictature où les règlements de compte se font et où l'État du Cameroun a trouvé un vrai siège, un vrai abattoir. Je vous rappelle encore cette histoire-là. Parce que ces gens-là, lorsque la télévision togolaise les a filmés, l'État togolais ne pouvait plus couvrir. On a donc inventé l'histoire seulement qu'ils étaient là pour les braquages. Mais imaginez-vous que l'État du Cameroun, le 28, après, c'est-à-dire que le 28 mai 2020, par Serge Atonfa, le porte-parole du gouvernement, enfin, de l'armée, il nous dit que non, ces gens-là sont des déserteurs. Que le chef même, c'est un militaire qui, voilà, il a été condamné, quoi là. Il était en prison, dans une prison militaire, en mars 2020. C'est écrit dans le communiqué. Mais en mai 2020, quelqu'un que le gouvernement dit qu'il est en prison, se retrouve au Togo. Qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Ils ont tué, ils ont toujours tué des gens. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, la cellule dormante du Togo, c'est elle qui va de pays en pays pour tuer des gens.
D'ailleurs, je crois que je vais encore vous montrer ces images-là. Pour que vous sachiez, quand on les avait pris avec autant d'argent, vous voyez comment ils étaient. Hein? Un s'appelait les Tony, ils avaient 31 ans les consorts. Ils étaient de l'armée camerounaise, avec les armes de l'armée camerounaise. Et on avait retrouvé des munitions chez eux. Dites-moi, ils partaient seulement pour le vol des voitures? Mais non! Ces gens, c'est des tueurs à gages, les voilà. Les voilà. Les voilà, c'est des tueurs à gages. C'est des tueurs du gouvernement camerounais. Recrutés officiellement par le gouvernement camerounais pour tuer les opposants. Voilà Tony, le chef, qui est là. Le voilà, qui est là. On vous dit que Guy Parfait Songhai est parti. Mais voilà l'arme. L'arme qu'on avait eu à prendre. Comment on peut partir du Cameroun, monter dans l'avion avec l'arme? Dites-moi. Si on n'a pas une autorisation spéciale de l'état du gouvernement camerounais. Voilà les armes qui viennent du quartier général du Cameroun. Voilà l'un d'eux qui a été abattu. Le voilà. Ça, c'est un élément du service d'espionnage camerounais qui a été abattu au Togo. On a pris le cadavre pour traverser avec le cadavre. On ne pouvait plus rien. Et c'est là où j'ai dit que Bamboke avait eu à agir avec Ngongo pour que l'affaire soit tue. Et ils avaient envoyé un badge de la présidence de la République. Voilà ça. C'est ce badge qui permettait de traverser les frontières avec des cadavres. Voici ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Hein? Toutes ces choses ont été découvertes au Togo. Voici des liasses d'argent qu'ils avaient et tout. Voilà. Et voilà. Celui-ci, c'est le chauffeur. Hein? C'est le chauffeur. C'est le chauffeur de... Voilà. On l'appelle Oubabek, le Kikita. Le voilà. Vous voyez comment il est? Ils savent ce qui se passait. Ils savent comment on a éliminé Guy Parfait Songhai. Et ils maquillent ça. Mais dites-moi, où est la dépouille? Pourquoi on ne fait pas l'autopsie? Pourquoi? Pourquoi on ne nous dit pas dans quelles conditions il est mort? Pourquoi la famille ne réagit pas? C'est quoi? La réalité est là. Dans un état sanguinaire. Et surtout au moment où quelqu'un devient très encombrant et qu'il tombe dans leurs bras. Il ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que je ris de ceux qui disent qu'ils sont combattants et qui vont au Cameroun et reviennent vivants. Quelqu'un part au Cameroun, revient vivant et qui vous dit qu'il est combattant, fuyez-le. C'est un agent double. C'est un agent double. On ne peut pas partir au Cameroun étant combattant. On revient vivant. On vous ment. On vous ment. C'est des agents doubles qui parfois viennent même dans le combat ou bien dans la révolution. C'est eux qui font beaucoup de pluie. En fait, ils veulent savoir ce que vous faites pour transmettre. Et ils vont au pays. Est-ce que vous m'avez déjà vu au Cameroun depuis 23 ans? Ah bon, depuis 2003, passe quand même là-bas. Non, parce que je ne peux pas. Si je vais là, ils m'enlèvent de l'aéroport. Vous ne m'entendrez plus parler. Ils envoient juste la banque ici, non? Quels sont ces combattants qui vont au Cameroun en vacances et reviennent? C'est ça. Et c'est eux qui viennent dans le combat nous dire même que nous là, nous on est là, les infiltrés. Dans le régime là, nous a mis en prison, étant infiltrés. Hein. Le régime là, nous a tabassés, nous a humiliés, nous interdit d'aller au pays. Et c'est nous les infiltrés. Eux, ils vont au pays. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils sont en sécurité. Ils reviennent. Et eux, c'est les vrais combattants. C'est des faux combattants. C'est eux qui ont livré des gens comme Guy Parfait Songhai parce que lui aussi, on lui a dit que non,
Vraiment, tu crois que non, Paul Biya, qu'est-ce que... Non, non, non. Reste seulement calme et après tu reviens et tout ça. C'est comme ça qu'il a été happé. Il a cru que les choses avaient changé. Il n'était pas aux États-Unis. Comment ils ont voulu nous mentir que Guy Patrice Songa était aux États-Unis? Il n'était pas aux États-Unis. Il était à Douala. On l'a arrêté à Douala. On est parti avec lui, on l'a exécuté. On est seulement parti le jeter à la morgue, au Togo. Et après on vient vous dire que oui, voilà l'homme qui avait dit que Paul Biya allait mourir avant, c'est lui qui est mort. C'est pour vous faire peur. Que bien que vous parlez de Paul Biya, il a tellement un pouvoir que plus que Dieu, c'est-à-dire qu'il te regarde seulement d'un œil, toi tu meurs. Mais non, il tue. Il tue. Vous voulez dire quoi? Les prêtres meurent gratuitement au Cameroun. Les évêques meurent gratuitement au Cameroun. Les sœurs religieuses sont assassinées, violées gratuitement au Cameroun. Parce que pour le billet, ça, on n'a jamais arrêté quelqu'un. Mais les crimes odieux, traumatisés, tous ceux qui ont des sons discordants, les tuer. Paul Biya avait dit que la démocratie, il voudrait que ce soit le seul héritage qu'il a apporté au Cameroun. Nous retiendrons de lui la barbarie, la sauvagerie, les crimes contre l'humanité, des guerres, des assassinats politiques. Oui, ne l'oublions pas. Pendant ce qu'on a appelé la purge, soi-disant, les guerres, soi-disant coup d'État, les gens n'ont pas bénéficié d'avocats. Il y a eu des exécutions sommaires. On a enterré des gens dans des fosses communes, en Balmayo, en Fou. Des officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Jusqu'à présent, on cherche les tombes, les cadavres. Au moins, ne serait-ce que pour aller s'incliner. On cherche la tombe de Guérandi. On n'en trouvera jamais parce que son cadavre a été brûlé, incendié. Le Cameroun brûle dans les mains de Paul Biya, de Dracula. Le Cameroun, pays, comme on dit souvent, béni, n'est aujourd'hui qu'un enfer à vie. Et que Chantal, Touf Touf et Ngongo gèrent comme ils veulent. Paul Biya n'a plus ces capacités de pouvoir bouger, de pouvoir décider. Mais malheureusement, nous sommes arrivés. Comme d'habitude, je laisse toujours parfois un sujet lorsque je suis pris par le temps. Et surtout après que vous ayez tant souffert. Je vous donne rendez-vous pour d'autres dossiers noirs. Mesdames et messieurs, je vais dire merci pour tous ceux qui font des efforts pour essayer de protéger ces directs qui sont terriblement attaqués. Cette page qu'on cherche complètement à radier, à bloquer. Je vais donc saluer Caro, Pat et Yébé. Je vais saluer, bien sûr, la générale Marcel, Patrice Nouma. Je vais saluer le doyen Mbeu, le colonel So. Je ne manquerai pas de saluer fortement ma fille adorée, Fleur Karine Nouna. Et bien sûr, je remercie Nadina qui fait 1500 efforts pour être toujours là, pour partager, pour motiver. Merci à toi. Tout comme je salue d'autres personnes comme Maman Christine Darras, lieutenant des fourmis Magnan, avec bien sûr son mari,
mon grand ami. Je salue Karine Réchaud, maman Yvette, la coach des Amazones. Je salue Bibi Calibri Calibro, sans pourtant oublier le commandant Calibri Calibro lui-même. Je ne manquerai pas d'adresser un bonsoir à Francine Niek, Solange Lumbi, Victoire Einstein, que je ne vois plus beaucoup, Georgette Medou, Dadi Irène, et bien sûr tous ceux-là qui sont aussi là, tels que Madeleine Jononzo, Maëdi Labelle, Cameroun Ferrari, Rizbotal, Kondje Diara, Chris Yemele, Valentin Efila, Kiki Queen, Amel LH, Léonce Sandra, Geneviève Okoigné, Roland Lobenguiste, Salvador Dos Santos, porté disparu. Je crois que lui aussi devrait avoir des problèmes comme le Zomlo des Zomlo qui ne parvient plus à voir ma page. Il faudrait toujours aller dans les moteurs de recherche pour pouvoir regarder ce que je peux faire. Et bien sûr, le prince de Kingekwate, sans oublier, bien sûr, Clou Armand Dibanke, le général Wanto, et bien sûr le superviseur des fourmis Magnan, So Sande Monkam. Merci de m'avoir écouté avec toutes les difficultés. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.